Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de la semaine passée au peigne fin, c'est ici sur Club Média 7, le carrefour des journalistes et analystes politiques. Mes décrypteurs de ce dimanche soir, Ouldat Maman, journaliste, spécialiste des questions internationales. Ouldat Maman, bonsoir. Bonsoir Lénaïque Axbazaou et bonsoir aux amis téléspectateurs. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir Ouldat et bonsoir aux téléspectateurs. Le regard de nos confrères de la presse écrite sur l'actu de la semaine, c'est dans la rubrique Revue Hebdo. À Abuja, Patrice Talon est investi d'une nouvelle mission. La rencontre annoncée entre les présidents du Bénin, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Nigeria a effectivement eu lieu à Abuja mardi 18 juillet 2023, comme l'affichent les différents quotidiens. À l'occasion des échanges, le président béninois Patrice Talon a été mandaté par ses pairs Bola Tinubu, Mohamed Bazoum et Umaro Sissoko Embalo pour prendre langue avec les actuels dirigeants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry et explorer des solutions efficaces contre l'insécurité dans la sous-région, selon le Matinal. De façon concrète, la mission assignée au président Talon consistera à discuter avec les autorités militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée pour s'assurer du bon déroulement de la transition en cours dans chacun de ces trois pays et lever éventuellement les goulots d'étranglement à l'agenda qui devra aboutir au retour des civils au pouvoir dans chacun de ces pays, poursuit le journal. Pour l'autre quotidien, Cotonou devient le carrefour des stratégies de réflexion contre le terrorisme. L'événement précis rappelle que ce groupe de travail présidentiel a été constitué à l'issue des travaux de la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 9 juillet 2023 à Bissau. Ils doivent réfléchir et déposer un rapport au bout de 60 jours sur l'épineuse question sécuritaire dans la sous-région, rapporte le quotidien de service public. Les démocrates dénoncent une connivence des décisions de la Cour constitutionnelle avec les déclarations de leurs collègues des deux autres groupes parlementaires, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, rapporte Matin Libre. Plus précisément, et en ce qui concerne les postes qui leur sont attribués au niveau des bureaux de groupes parlementaires, les démocrates estiment que la Cour constitutionnelle a suivi ce que voulaient les députés de la mouvance présidentielle, à savoir occuper uniquement les postes de secrétaire. Mais leur objectif n'est pas la course derrière les postes, mais une justice à marteler, Nourenou à Tchadé, comme le mentionne Fraternité. Les décisions de la Cour ont été constantes jusqu'en 2023 pour ce qui concerne la configuration politique de l'Assemblée nationale. Cette jurisprudence s'appliquera à eux demain. Nous n'avons pas de droit de recours, mais nous craignons pour notre pays et pour notre démocratie, poursuit-il dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. Il est important que la Cour constitutionnelle produise les règles de fonctionnement au lieu de s'immiscer dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, a dit le député Abibou Orokoubou, ainsi relayé par Fraternité. Au cours des législatures précédentes, il est déjà arrivé que des groupes parlementaires refusent d'occuper des postes au sein des bureaux de commission, mais aucune cour constitutionnelle n'avait fait injonction d'occuper ces postes. Selon les démocrates, la Cour constitutionnelle, qui est une institution de régulation pour le respect de la Constitution, risque de légiférer à la place des députés à l'allure où vont les choses, parce qu'à chaque difficulté au Parlement, elle sera saisie pour indiquer la voie à suivre. Mais quant à l'actualité, ils ont fini par s'exécuter après l'injonction de la Cour, relève le Télégramme. Horizon 2026, l'ultime option de la FCBE pour un Bénin pacifique. Paul Hongpa et ses partisans posent des pas pour une atmosphère détendue avant le tournant décisif de 2026, observe Info Matin. Pour l'ancien chef de file de l'opposition, les institutions ayant en charge l'organisation des élections ainsi que les partis politiques doivent se retrouver pour clarifier un certain nombre de points avant 2026, année des élections générales, rapporte le Télégramme. Pour Paul Hongpa, secrétaire exécutif national du parti FCBE, il s'agit d'un préalable très important si l'on tient à passer en douceur cette période. Sans aucun détour, la Force Cori pour un Bénin émergent propose aux Béninois une autre alternative, un troisième pôle qui n'a rien à voir avec Boni Yahi et Patrice Talon, poursuit Info Matin. On parle d'une alternance
pacifique et crédible en 2026 au Bénin. L'unique solution pour y arriver, aux yeux du premier responsable du parti FCBE, c'est de se retrouver entre toutes les parties impliquées dans le processus électoral pour que les conditions de participation aux dites échéances soient clairement expliquées entre les députés élus en 2023 et ceux qui seront élus en 2026, qui vont parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Paul Humpé persiste que l'heure ne devrait pas être à des confrontations et à des attaques sous n'importe quelle forme. Formation professionnelle pour des compétences techniques, le projet Prodige effectue la sélection de 2000 jeunes. Au total, 14 007 candidats, dont 2260 femmes ont composé dans 78 centres répartis sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de ce test d'accès à la formation duale inscrit dans les activités de la composante 2 du projet d'inclusion des jeunes, rapporte l'événement précis. À l'issue de ce test d'envergure nationale, il sera procédé au recrutement de 2000 jeunes en 10 métiers pour une formation subventionnée en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle CQP. Les métiers concernés sont de nos secteurs économiques à fort potentiel d'inclusion pour une croissance soutenue, ajoute la primeur. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Nation échange autour du programme des cantines scolaires. Objectif 100% de couverture des écoles. Le matinal, démission du vice-président et du deuxième rapporteur de la commission des lois. Un tsunami à l'Assemblée nationale. Les craintes du président Louis Vlavonou. La Croix du Bénin, relations bénino-nigérianes. La nécessité de resserrer les liens pour la prospérité. Nord-Sud quotidien. Des 14 pays de la zone CFA, le Bénin a le passeport le plus puissant. La Nouvelle Tribune, Mali, Burkina et Guinée. Patrice Talon, le joker panafricaniste de la CEDEAO. Info Matin, classement par département aux examens scolaires, une fantaisie suspendue à juste titre. Soutenance de mémoire ou de thèse à l'UAC, plus de colis aux membres de jury à partir du 1er septembre. Tambour, après sa sortie royale sur Katagan, accueil triomphal de Sa Majesté Djigbe Holou Saint-La II Kinidegbe dans les Agégués. Merci à vous, cher Marcel Ahossi. Place maintenant au débat sur l'actualité de ces 7 derniers jours au Bénin. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Ouldat Maman, vous avez suivi l'actualité au cours de la semaine. Patrice Talon a été missionné par ses pairs auprès des juntes militaires au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Alors, il faut dire que ce sont 3 temps forts qui ont conduit à la prise de cette décision. D'abord, la constitution de la Troïka présidentielle à l'issue du dernier sommet de la CEDEAO, l'arrivée au Bénin des présidents Bazoum et Ambalo, et puis la rencontre de la Troïka avec le président nigérien, le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO. Oui, absolument. Il faut dire avant tout que c'est une prise de leadership de la part du président Bola Tinubu. Il a d'ailleurs inauguré de façon assez théâtrale, puisqu'il a dit Nigeria is back, donc le Nigeria est de retour. Cette formule qui fait référence directement à celle qui avait été empruntée par Joe Biden lorsqu'il avait pris le pouvoir, lorsqu'il s'adressait à ses alliés européens, notamment lors d'un sommet de l'OTAN, pour dire que les États-Unis sont de retour. Donc quitter une position isolationniste finalement pour s'investir à nouveau dans les affaires communautaires ici au niveau de la CEDEAO. On reconnaît comme ça qu'il y avait peut-être un désinvestissement de son prédécesseur et un manque de leadership à la tête de la CEDEAO, alors que réellement aujourd'hui les équilibres politiques sont assez bouleversés au niveau communautaire. Alors c'est courageux, et d'autant plus que justement il y avait un petit débat au niveau de la conférence des chefs d'État quant à savoir qui succéderait comme ça au président bissau-guinéen. Et le sort, en tout cas, les pairs de Bola Tinubu l'ont désigné. On sait que c'est un réformateur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Et il a prouvé avec les mesures qu'il a prises dès qu'il a pris le pouvoir, n'est-ce pas, au Nigeria. Donc, il lui incombe donc de prendre cette responsabilité très importante parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, à l'échelle communautaire, on arrive quand même à une période charnière, c'est-à-dire qu'on est à 6 mois à peu près, un peu plus, 6 mois, 8 mois, des échéances, en tout cas du terme des transitions militaires. C'est-à-dire que
Au niveau du Mali, eh bien, on est censé avoir des élections avant mars 2024. Au niveau du Burkina Faso, c'est juillet 2024. Et la Guinée, c'est un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est janvier 2025. Néanmoins, ça n'est pas à 6 mois de l'échéance qu'on va commencer à s'assurer que les jalons sont bien mis pour que les élections tiennent lieu, pour que le calendrier de transition soit effectivement respecté. Donc, c'est un grand enjeu. Peu de personnes, de toute évidence, les chefs d'État ne se sont pas précipités pour prendre ce mandat-là, justement à cause de la portée de la charge symbolique et politique de ce qui a négocié pendant cette période charnière. Donc il revient à Bola Tinubu d'engager réellement son leadership sur cette question-là. Il a dit dès le départ qu'il fallait rassurer les partenaires internationaux sur la bonne volonté de la CEDEAO à accompagner ces processus afin qu'on rentre à nouveau dans l'ordre démocratique, comme il a dit. On va de creuser tout ceci en profondeur. Gabin Goubi, à votre avis, quels sont les critères qui ont pu militer en faveur de la désignation de Patrice Talon pour cette mission? Bon, c'est avant tout une marque de confiance que ces pairs de la Troïka, en plus du président nigérien, Mohamed Bazoum, lui ont confié. Je pense que c'est une preuve de son leadership. Vous savez, Patrice Talon est quelqu'un quand même qui a fait ses preuves à la tête du Bénin, dont on connaît un peu le mode de gestion, la rigueur, la dextérité dans la conduite des affaires. Donc je pense que c'est un critère qui aura été déterminant. Si ces pairs ont pu le désigner, c'est qu'ils ont estimé qu'il avait les ressorts, qu'il avait donc les leviers pour mener sereinement cette mission-là. Patrice Talon, c'est également quelqu'un qui a le courage de prendre un certain nombre dans ses prises de parole. Il se donne quand même une certaine liberté. On a vu prendre des positions assez courageuses, même par rapport aux questions comme l'endettement de l'Afrique, la soutenabilité de la dette. On l'a vu même par rapport à l'écho, où il ne cache pas quand même son appréhension, son approche par rapport à l'avènement de cette monnaie communautaire. Et la dernière fois, au cours d'une interview qu'il a accordée à des confrères français, on l'a vu se prononcer publiquement, marquer quand même son opposition par rapport à l'invasion ukrainienne par la Russie. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'on voit au devant des choses, qui a quand même le courage d'aller, de faire bouger les lignes là où beaucoup de ses pairs hésitent. Donc on l'a vu, ces trois présidents ont estimé que c'était lui qui pouvait véritablement faire le job parce que le Bénin, vous savez, c'est un pays quand même qui continue de passer pour un modèle démocratique en Afrique. Et donc ce critère-là aura été déterminant parce que pour aller discuter avec des juntes militaires, des personnes qui ont renversé des civils pour s'établir au pouvoir, il faut soi-même se prévaloir de certaines qualités. Être un modèle. Être irréprochable, tout simplement. Donc je pense que le Bénin est perçu comme un modèle en matière de transition démocratique du pouvoir parce que Patrice Talon a martelé, contrairement à certains de ses pairs, que lui-même passera le pouvoir en 2026. Il a dit qu'il est à son second et dernier mandat. Si vous devez inviter des militaires à passer le pouvoir aux civils, il faudrait quand même que vous-même vous teniez par rapport à un certain discours. Il faudrait que vous soyez peut-être proprement élu. Et l'autre critère qui, de mon point de vue, a facilité un peu, a favorisé cette désignation-là, c'est peut-être la maîtrise de la langue. Vous savez, il va au contact de trois juntes militaires ou des pays, des interlocuteurs. Il est en face des interlocuteurs qui parlent la même langue que lui. Bon, je ne dirais pas que même avec les autres, les chances de succès de cette mission-là sont compromises, mais toujours est-il qu'il a l'avantage de tenir quand même un discours direct. Et vous voyez, ceux qui sont au pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, c'est quand même des militaires qui sont dans le franc-parler, qui ont un dialogue assez direct. Et je pense que de tous ces 4 présidents, il était quand même le seul à même, modestement, de bien accomplir cette mission-là. Je le dis parce que parmi les 4, il est peut-être le doyen de tous en matière à l'arrivée au pouvoir, même s'il n'est pas forcément le plus âgé. Et vous voyez que le Mali a eu des problèmes entre-temps avec le président nigérien où à la tribune de l'ONU même, on a
prononcé pratiquement un réquisitoire contre Mohamed Bazoum. Je pense que le mettre au devant de cette mission-là, ce serait un peu compromettant. Donc, justement. Donc, je pense que c'est... Ouldat Mama, sécurité et transition démocratique au menu. L'objectif, c'est de renouer le dialogue avec ces 3 États de la CEDEAO. Ce dialogue va-t-il prospérer ou a-t-il des chances de prospérer? Alors, vous avez parlé de renouer le dialogue. Certes, il s'agit de le renouer au niveau présidentiel parce qu'il n'avait jamais été rompu, puisque vous aviez des envoyés pour le Mali, la personne de Goodluck Jonathan, même si ça fait un moment qu'il n'est plus bien reçu à Bamako. Vous avez au Niger la personne de l'ancien président Issoufou, et puis eh bien, en Guinée, notre ancien président ici, monsieur Thomas Boniaï. Alors, il s'agit ici justement de préparer ce sommet extraordinaire qui aura strictement trait aux transitions démocratiques. Donc il s'agit vraiment de quelque chose d'assez circonscrit dans le temps. C'est pour ça que ces envoyés délégués vraiment par la CEDEAO sont quelque peu mis de côté pour réellement engager le dialogue ici au niveau présidentiel. C'est une façon aussi de reconnaître les présidents de transition et peut-être aussi justement d'engager une certaine diplomatie sur la base d'un certain respect, d'une certaine réciprocité, puisque c'est un président aujourd'hui qui va leur parler, alors que pendant longtemps, eh bien, c'est un caillou dans la chaussure de la CEDEAO, c'est-à-dire que on se dit, eh bien, à un certain niveau, eh bien, on a fait campagne, on a engagé, eh bien, notre crédibilité pour nous faire élire à la tête de nos États, et voilà des gens qui prennent, eh bien, le pouvoir par les armes. On peut pas comme ça les regarder comme étant nos pairs, comme étant nos égaux. Donc, on a ici une façon finalement de rattraper un peu ce qui a été fait, et ça dit beaucoup de la diplomatie, ça dit beaucoup, eh bien, de l'approche qui a été privilégiée par cette troïka-là. Alors, ça va être difficile parce que il faut quand même dire que la CEDEAO engage vraiment sa crédibilité, gravement entamée justement par la gestion de ces dossiers de 3e mandat sur cette question-là. Il va falloir vraiment se rattraper parce qu'on la traite d'être un médecin après la mort. On dit, certes, on parle de l'ordre constitutionnel renversé, mais il faut aussi dire que même les pères du contrat social, lorsqu'ils ont théorisé ce que c'est que ce pacte entre gouvernants et gouvernés, mais ils ont bien rappelé que ce pacte est révocable. Et lorsque le gouvernant n'assure pas un certain nombre de choses, dont la sécurité, donc on a bien un procès qui est fait, eh bien, à la CEDEAO, de s'attaquer finalement aux conséquences et ne pas de s'attaquer aux causes. Et justement, il va falloir faire attention à ne pas trop mettre en avant cette force conjointe dont on parle, qui fait comme ça d'une pierre deux coups, 2 en 1, entre d'une part veiller, eh bien, à l'ordre constitutionnel, à ce qu'il n'y ait plus de putsch, et d'autre part contre le djihadisme. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que ça appelle les mêmes compétences? Est-ce que ça appelle la même organisation? C'est un peu un package un peu fourre-tout, on ne comprend pas trop. Donc, non, mais c'est vraiment... Oui. Gabin Goubi, il y a un petit souci. N'y a-t-il pas des risques de conflit d'attribution quand on sait qu'il y a des médiateurs qui étaient déjà désignés auprès de chacun de ces 3 pays respectifs, comme l'a évoqué Ouldat Maman tout à l'heure? Non, c'est la CEDEAO qui a désigné des médiateurs. Et si l'organisation communautaire a estimé qu'il faille mettre en place une troïka pour quand même aborder sereinement cette question-là, je ne dirais pas que les médiateurs mis en place ont failli, mais qui avaient... Peut-être l'organisation a senti le besoin ou la nécessité de prendre réellement le taureau par les cornes. Et la mission assignée à Patrice Talon dans ce cadre est claire. Il s'agit de renouer contact avec ces jeunes militaires-là et de voir si elles continuent de tenir à leur chronogramme établi, parce que les 3 pays qui sont dirigés par des militaires aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, ont exprimé leur volonté de passer le pouvoir aux civils. Donc, il va falloir pour Patrice Talon d'obtenir de cette garantie-là qu'il tienne toujours à respecter et à honorer cet agenda. Toujours est-il que, bon, trop de condiments ne gâtent pas forcément la sauce. C'est en appui peut-être à ce que les médiateurs qui avaient été désignés ont pu faire. Maintenant, reste à savoir si, par rapport aux sanctions dont certains de ces pays-là sont frappés, qu'il y aura quelque chose. Parce que je me demande si ce problème-là ne va pas revenir sur le tapis. Est-ce que les pays ne vont pas conditionner un peu leur clémence ou leur acceptation à ce facteur-là
parce qu'on sait que ça éprouve largement ces pays-là, même si elle a dit au sein de la CEDEAO, il y a également des contre-exemples, parce qu'aujourd'hui on se plaint de ce qu'il y a eu des coups d'État militaires dans ce pays-là, mais il y a au sein de la CEDEAO des dirigeants qui ont opéré des coups d'État constitutionnels, et ça, les exemples sont légion. Donc il y a ce facteur-là, que la CEDEAO a ce défi-là de se crédibiliser dans le cadre de cette mission-là, parce qu'on ne peut pas comprendre que des médiateurs qui ont été des anciens chefs d'État, dont notre ancien chef d'État, Yahya Boni quand même, qui a été au moins 3 fois en Guinée, mais sans revenir forcément avec des recommandations assez concluantes, qu'on en soit encore là aujourd'hui. C'est la preuve que cette organisation communautaire est quelque peu inopérante. Elle a cette faiblesse-là de pouvoir obtenir, de pouvoir quand même gérer la situation, ce qui explique la mise en place de cette troïka-là, qui, on va l'espérer, va pouvoir parvenir à normaliser les choses et obtenir la garantie que ces militaires vont réellement passer le pouvoir aux civils selon l'agenda qu'ils ont défini. Deux impératifs, le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Pour vous qui portez un regard assez pointu sur l'actualité ayant un caractère d'extranéité, quelle peut être la suite des événements ? Alors, il faut d'abord dire que je reviens sur ce que mon vis-à-vis disait, à savoir qu'au niveau présidentiel, c'est-à-dire qu'ils n'auront de compte à rendre finalement qu'à leur père président. Donc, ils ont une marge de manœuvre automatiquement beaucoup plus large. Il s'agit finalement du sommet de la hiérarchie politique qui va négocier. J'imagine bien que, étant donné qu'ils ne sont plus au pouvoir, les anciens présidents qui ont été délégués auprès de tous ces régimes militaires de transition auparavant, eh bien, ils devaient en référer avant de s'engager. Ils n'avaient pas réellement de marge de manœuvre. Ils n'avaient que celle qu'on leur prêtait de par peut-être le ministère des Affaires étrangères ou alors de par les présidences. Alors que là, je ne dirais pas qu'il y a plein pouvoir, mais du moins ça s'en approche. Donc ça veut dire que réellement, il y a la marge de négociation est quand même plus large. Donc ça veut dire réellement qu'il y a vraiment une volonté de la CEDEAO d'apaiser ce qui se passe en ce moment, d'apaiser le climat politico-social au Sahel et en Guinée, et vraiment d'avoir toutes les garanties de l'aboutissement de ce processus de transition militaire vers des élections. Ensuite, il faut dire qu'il ne faut pas déplacer encore une fois le terrain, le problème militaire, le problème politique vers le terrain militaire, parce que c'est une stratégie d'évitement de la part de la CEDEAO. Il faudrait assumer pleinement le fait qu'il y a eu des dérives en termes de gouvernance. Il y a eu des dérives. La preuve, c'est qu'on a quand même la Côte d'Ivoire, qui est le moteur de l'UMOA, qui n'est pas représentée dans cette troïka. Et je pense que ça n'est pas un hasard. C'est bien qu'ici, il n'y a pas la légitimité pour dialoguer de face à face sur cette question-là. La question, justement, de l'ordre constitutionnel. Absolument, absolument. Je ne le dis plus de façon plus limpide. Avec les présidents de transition qui sont désignés. Par ailleurs, je note également qu'il y a cette préoccupation d'avoir un financement endogène de la part de ces forces, de la force que l'on évoque de la part de la CEDEAO. C'est une préoccupation qui a été donc entendue du sommet par la base, parce que on arrive dans un contexte où Barkhane est parti au Mali, où Takuba n'a jamais vraiment émergé, où le Mali a quitté le G5 Sahel, où la MINUSMA vient de partir. Donc aujourd'hui, le grief principal contre ces forces multilatérales et nationales de lutte antiterroriste, c'était que ce sont des étrangers, c'était que ce ne sont pas donc le soupçon jeté d'emblée quant à un double agenda sur la question sécuritaire. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a été enregistré de la part des chefs d'État pour mettre en avant justement ce financement endogène. Je pense qu'il faut les encourager dans cette direction parce qu'il y a des tentations, d'autant plus que le communiqué qui a suivi la rencontre de la Troïka est quelque peu ambigu puisque d'une part, on nous parle de financement endogène et d'autre part, on appelle l'ONU et les partenaires à nous soutenir. Donc à un moment donné, il faut savoir et je pense qu'il faut les encourager dans le bon sens, c'est-à-dire de l'endogénéité pour que réellement ces forces-là soient appropriées par la population et que les États militaires de transition les accueillent parce qu'ils font encore leur quitus, n'est-ce pas, pour qu'elles arrivent sur le territoire, ce ne sera pas à leur insu. 30 secondes pour finir avec ce sujet. Quelles sont les chances de Patrice Talon pour réussir cette mission ?
Les chances, c'est d'abord les critères sur lesquels peut-être ces pairs se sont basés pour le mettre au devant des choses. C'est quelqu'un qu'on connaît quand même pour son sens de négociation. Il y a aujourd'hui que Patrice Talon partage avec certains de ses dirigeants à la tête des pays ce discours-là qui est un peu anticolonialiste, si je peux ainsi dire. Vous savez, c'est des gens qui ont marqué leur volonté de rompre avec un leadership français, un néocolonialisme, je veux dire français, en Afrique. Et on le sait, Assimi Goïta ne le cache pas. Au Burkina Faso également, on connaît un peu la lecture, ou bien l'approche des actuels dirigeants, leur crainte de voir la France au devant de certaines choses. Donc aujourd'hui, ils partagent un peu cette vision-là d'implémenter une nouvelle forme de coopération avec l'ancienne métropole au niveau des pays. Je pense que c'est important quand même, c'est un critère qui va peser au niveau des discussions. Il faut favoriser un peu la réussite de cette mission-là. Je reste avec vous, Gabin Goubi, sur tout un autre registre, le Bénin qui interdit désormais l'exportation de la ferraille et des produits sous-ferreux, communément appelé par ici Kankouglé. En Fongbé, il faut le dire. Oh, ok. À la manœuvre, le ministère de l'Industrie et du Commerce, une mine d'or longtemps volatilisée certainement. Oui, je pense que j'ai vu beaucoup de réactions qui ont consécutives à cette décision, à ce décret du ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais je pense qu'il ne faut pas se surprendre de ce qu'on en soit arrivé là. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis son arrivée au pouvoir, tout au moins dans le PAG, le président Patrice Talon a matérialisé, a martelé, n'est-ce pas, sa volonté de procéder à une transformation structurelle de notre économie. Et désormais, donc, il a opté pour une politique de transformation de nos matières premières et tout. Je pense que cette interdiction-là rentre dans cette dynamique, surtout quand vous savez qu'au niveau de la GDIZ aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries, d'investisseurs qui sont en train de s'installer et pour faire dans la transformation. Et il y a également de ces sociétés qui opèrent dans le secteur du fer, et on les connaît aujourd'hui. Il y en a un certain nombre quand même, je ne vais pas faire de la publicité ici. Donc c'est un secteur qui est en pleine révolution, en pleine expansion, émergence aujourd'hui. Et donc, il va falloir que ces sociétés-là qui sont installées avec des équipements de dernière génération, qui ont l'expertise qu'il faut pour transformer et pour agir sur les faits et les transformer, puissent prendre le relais, le lead à ce niveau-là pour pouvoir opérer sereinement. Je pense que c'est autant de facteurs qui ont concouru à la prise de cette décision-là. C'est vrai que beaucoup se disent, mais ça va créer du chômage à ceux-là qui s'investissent. On va y revenir. Voilà. Au-delà de maman, il est peut-être à espérer, avec la prise de cette décision, la création ou le développement d'une industrie de recyclage de métaux. Oui, de recyclage, absolument, même si c'est pas le premier objet, je pense, de ce décret, mais absolument, c'est quelque chose qui peut être développé par ailleurs. Mais oui, je pense que mon confrère, il s'agit effectivement de développer réellement sur le terrain national une véritable industrie sidérurgique, de maximiser les capacités du Bénin et de s'assurer que, les industries qui ont vu le jour il y a quelques années, ça c'est très très récent, en 2019 pour la plus grande ici au Bénin, qu'on ne souhaite pas nommer, il s'agit quand même d'optimiser sa capacité d'approvisionnement et de créer vraiment une chaîne d'approvisionnement locale. Il faut aussi dire que tous les États qui, à un moment donné, ont voulu développer une industrie locale ont dû faire preuve d'un certain nationalisme économique. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, à chaque fois que même les États du Nord, les États occidentaux sont en difficulté, ils en reviennent là. On a vu ce qui s'est passé avec Trump. On a vu aujourd'hui, même Joe Biden est en train de continuer une partie de la politique qui avait été initiée par Donald Trump en termes de protectionnisme. Donc c'est quelque chose que tous les États font. On ouvre seulement lorsqu'on est fort.
On ouvre seulement la concurrence lorsqu'on a lorsqu'on a les moyens de concurrencer justement. Donc lorsque on est encore à l'état de gestation, lorsqu'on est encore au premier pas, c'est normal de fermer, c'est normal de se concentrer sur ses ressources propres et c'est normal de les galvaniser. Donc c'est tout à fait ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce est en train de faire aujourd'hui. C'est un procédé, encore une fois, historique dans la construction des fleurons économiques des États, même de ceux qui nous ont précédés en termes de développement. Donc je pense que le Bénin s'inscrit dans une logique implacable, une logique absolument, indéniable. C'est sûr que à chaque fois qu'il y a une réforme, ça fait forcément des mécontents, mais je pense qu'il va falloir accompagner ces petits métiers qui peut-être se trouvent lésés et les aider à recycler leurs capacités dans un autre comment les acteurs niveau du maillon. De la filière vont-ils s'organiser et quel sera le sort désormais réservé aux fruits de leur collecte? Bon, c'est vrai c'est un secteur qui échappait dans une certaine mesure à tout contrôle, même si il se rapporte que ça fait quand même, c'était une manne dont beaucoup ont pu profiter. Et peut-être la décision prise par le ministère de l'Industrie et du Commerce vise également à permettre à l'État d'avoir un contrôle sur ce secteur-là. Dans tous les cas, les acteurs ont intérêt à pouvoir mieux s'organiser désormais. Ils pourront se réunir. Vous savez qu'au niveau de la filière de l'essence informelle, désormais, il y a des regroupements entre opérateurs pour pouvoir créer des stations-service. Là également, puisque l'État veut comprendre comment vraiment le secteur cela se passe, il va falloir qu'ils se mettent ensemble quand même pour fusionner leurs forces, leurs énergies, pour pouvoir mieux structurer, organiser leur activité. S'ils ne le font pas comme ça, je pense que tout va leur filer entre les doigts parce que désormais, ils auront affaire à des entreprises, des industries locales. C'est vrai que entre-temps, c'est les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Malaisiens qui venaient par ici leur acheter ce qu'ils arrivaient à amasser au niveau des maisons, au niveau des quartiers et tout. Aujourd'hui, ils ont peut-être la chance davantage d'avoir des clients à côté pour pouvoir écouler leurs produits. Ça pourra peut-être pas être le même montant, mais toujours est-il que le gouvernement envisage également de favoriser les entreprises, les industries locales qui sont dans ce secteur-là, qui certainement ont fait le plaidoyer de ce que le gouvernement puisse réguler le secteur également. Une filière florissante, les acteurs vont devoir se réorganiser. Oui, se réorganiser, et puis il n'est pas exclu également qu'il soit reversé au sein de ces fleurons nationaux qui commencent à se développer, parce que c'est aussi appelé à la création de davantage d'emplois. S'il y a plus de travail, s'il y a plus de contrats, c'est une conséquence directe qu'on ait besoin d'embaucher davantage. Donc effectivement, après, il va falloir effectivement négocier avec les acteurs de la filière pour savoir si on peut s'entendre sur un prix quand même. Ça a été fait au niveau de la GDIZ concernant le soja par exemple. Est-ce que c'est possible également ici, à ce niveau-là, d'inviter les acteurs pour qu'on s'entende quand même, pour que les uns les autres ne soient pas lésés, et discuter encore une fois sur la façon de faire évoluer leurs activités vers autre chose, parce qu'aujourd'hui le Bénin s'ouvre, aujourd'hui le Bénin s'industrialise, et on a vu que notre chef de l'État, et puis même au niveau de l'APIEX, le directeur général de l'APIEX, sont extrêmement volontaristes dans leur politique qui vise à faire entrer ici au Bénin des investissements directs étrangers. Donc il y a comme ça un éventail d'opportunités qui s'ouvre, et je pense qu'il est tout à fait envisageable bien que ces acteurs qui se trouvent quelque peu lésés soient reversés dans 2 secteurs d'activité. Je vous embarque à présent pour la Corée du Nord, c'est dans la rubrique Interactu. Je reviens à vous, Ouldat Maman.
Pour avoir franchi la frontière séparant la Corée du Nord de la Corée du Sud, un soldat américain a été arrêté par les autorités nord-coréennes. Il aurait volontairement et sans autorisation traversé la ligne de démarcation. C'est un soldat qui devait être ramené aux États-Unis pour des raisons disciplinaires, mais qui est parvenu à quitter l'aéroport et à joindre un groupe de visiteurs de la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui, bon, je pense que c'est une source d'embarrassement pour l'armée américaine, même s'ils ne vont pas le formuler comme ça, mais c'est avant tout une source d'embarrassement parce que engager comme ça un incident diplomatique avec un pays comme la Corée du Nord qui est avec lequel on a des relations très difficiles, pendant longtemps inexistantes. On a vu pendant la période Trump la façon dont les insultes fusaient entre Washington et puis Pyongyang. Donc on a vu on voit comment de façon périodique d'ailleurs, assez millimétrée et puis régulière comme un métronome, comment est-ce que le dirigeant nord-coréen envoie comme ça, fait des essais nucléaires de façon très régulière. Donc on a là quelque chose, je pense, dont les Américains qui se seraient bien épargnés, étant donné déjà tous les terrains d'affrontement déjà qu'ils ont engagés par proxy avec la Russie via l'Ukraine, dans le Pacifique avec la Chine. Je pense que franchement ils se seraient bien gardés de ça. Donc vous l'avez dit, c'est un électron libre. Apparemment c'est pas quelqu'un qui est aujourd'hui dans la période la plus équilibrée de sa vie, qui a été emprisonné pendant 2 mois en Corée du Sud, apparemment ingérable par les autorités, par sa propre hiérarchie, puisque on a voulu le rapatrier précisément pour le faire suivre des mesures disciplinaires. Donc il va falloir observer la façon dont le dossier sera géré. Est-ce qu'il sera politisé à outrance? C'est-à-dire est-ce que ce sera un prétexte pour rappeler tous les griefs qui existent entre les deux pays, ou est-ce que finalement on va essayer de trouver une entente à l'amiable entre ces deux pays qui ont des relations absolument exécrables, on le sait, de façon historique. Des relations exécrables. Une nouvelle source de tension entre Washington et Pyongyang, quand on connaît la rivalité entre ces deux capitales. Bon, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal, parce qu'aux dernières nouvelles, ils pensent que le militaire aurait été rendu à son pays. Il appartiendra aux autorités américaines désormais de prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent et les lui appliquer. Bon, c'est compte tenu de la qualité, de la nature des relations qu'il y a effectivement entre Washington et Pyongyang que cette actualité-là a été amplifiée par le monde. Aujourd'hui, il semble même que ce n'est pas la première fois qu'un militaire ou un soldat américain franchit la ligne de démarcation. Toujours est-il qu'il est à espérer que les deux pays puissent trouver la formule pour peut-être pacifier leurs relations. Dans tous les cas, ça fait des années que cela dure. Une actualité comme ça, quand ça vient, je pense que c'est l'occasion pour les pays quand même de pouvoir trouver la formule qu'il faut pour ramener la balle à terre. Moi, j'espère que le fait d'avoir rendu le soldat américain aux autorités de son pays est le gage de ce que, on ne veut pas en rajouter au climat délétère qui existe déjà entre les deux pays. Pour finir avec le sujet ? Oui, je pense qu'effectivement, de part et d'autre, on dit les loups ne se dévorent pas entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours des terrains d'entente. Même au plus fort d'un conflit, entre les dirigeants, il y a toujours une espèce de téléphone rouge physique, au plus fort de la guerre froide, on le sait, mais il y a toujours une communication directe, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de conflit auquel on ne veut jamais arriver, et on encadre toujours en fait les limites du conflit. Avant même d'entrer en conflit, on s'arrange toujours pour se dire mais on n'ira pas au-delà de ça. Voilà là où on s'arrête dans tous les cas. Donc je pense que même s'ils se parlent peu, même s'ils se parlent mal, je pense que même Pyongyang et Washington ont défini quand même un cadre de discussion. Il y a des choses au-delà desquelles on ne va pas, et espérons que tout ça se résolve assez rapidement. Finissons avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile.
Gabin Goubi, l'information fait les choux gras des internautes. Il y a un appui financier qui est désormais accordé aux parents du triplé au Bénin. 200 000 francs CFA, majoré de 50 000 francs par enfant. Bon, en dehors des triplés, bien sûr. Voilà, la nouvelle, d'abord, m'a fait marrer au début parce que je me dis, voilà, un pays qui veut aller vers un contrôle des naissances, qui prône quand même une parenté responsable et qui envisage même des assises nationales sur la question de la démographie. Et curieusement, on vient prendre une décision pour pouvoir venir en aide quand même aux parents du triplé, aux femmes qui mettent au monde des triplés. Bon, ça c'était pour blaguer un peu. J'ai compris que c'est une décision qui intègre la dynamique du gouvernement de venir au secours des couches défavorisées. Qu'on le veuille ou non, c'est un plaidoyer qui a toujours été fait. Vous voyez quand même des mères de triplés ou de quadruplés, de quintuplés venir à la télévision ou à la radio ou sur les réseaux sociaux même demander de l'aide, tout ça. Bon, l'enfant n'a pas demandé à naître et on ne sait pas a priori, quand on porte une grossesse, on ne sait pas a priori le nombre d'enfants qu'on veut mettre au monde, même si la technologie a évolué quand même sur certains plans. Dans tous les cas, c'est une décision qui va soulager un peu, même si moi je trouve la cagnotte quelque peu insignifiante. Ça c'est personnel à moi de mon point de vue. 200 000, ça va peut-être aider à faire le trousseau ou faire face aux premières charges, encore qu'il est envisagé qu'il n'y ait pas de complications autour. Bon, toujours est-il que le gouvernement vient de matérialiser là une fois encore sa volonté de venir au secours des couches défavorisées. Maintenant, ce n'est pas également une course à la procréation. Je pense que il va de soi. C'est la nature qui décide. C'est la nature qui décide. Non, l'homme aussi. On ne programme pas de faire des triplés. Non, on ne programme pas. Non. Encore que c'est ça, ça arrive très rarement. Mais ce n'est pas une négation ou un désaveu à l'ambition du gouvernement d'organiser des assises nationales pour pouvoir maîtriser un peu la démographie. Toujours est-il que chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités et pouvoir être en mesure de mettre au monde le nombre d'enfants qu'il est susceptible d'encadrer et de gérer. La décision a été rendue publique par un communiqué du ministère en charge des Affaires sociales. Vous y voyez l'expression de la dimension sociale de l'actuel exécutif ? Oui, clairement. Néanmoins, je veux le voir comme un début parce qu'effectivement, il y a des triplés quand même, effectivement, au Bénin qui naissent dans les couches les plus défavorisées. Mais il faut le voir comme un début parce que les triplés, pourquoi pas les jumeaux également, parce que là aussi c'est une charge et ça arrive encore plus souvent. Et je pense qu'il faut vraiment, je le vois comme un début et je veux l'encourager comme un début parce que c'est vrai, on peut se dire effectivement, c'est une somme quelque peu faible, on va pas dire dérisoire, mais c'est assez faible. Donc il faut le voir comme un début et aussi comme un début d'autant plus que ça marque réellement la présence de l'État dans la vie des citoyens. On a du mal aujourd'hui, c'est un des défis dans notre construction étatique ici en Afrique, c'est un des défis de nos États de travailler au consentement de l'impôt de la population, c'est-à-dire d'élargir notre assiette fiscale pour pouvoir financer notre développement nous-mêmes et se donner les moyens de notre indépendance, de notre souveraineté internationale. Donc, de ne plus regarder les investissements directs étrangers, de ne plus regarder les aides au développement et de pouvoir vraiment se reposer sur la base. C'est des choses qui encouragent les gens justement à payer leurs impôts. De se dire que si je paie mes impôts, eh bien ça va directement chez mon concitoyen qui a des triplés et ça va l'aider directement. Et les gens qui vont recevoir cet argent de la part de l'État, ils vont se dire, bon, l'État existe, l'État ne fait pas que de construire des routes, l'État ne me lâche pas seulement quand j'ai des problèmes à l'hôpital et que je ne peux pas payer, etc. Donc vraiment, ça matérialise la présence de l'État dans la vie directement des citoyens. Et je pense que c'est des mesures qui sont à encourager, des exemples concrets de la façon dont, si l'impôt est généralisé, si on arrive réellement à relever ce défi du consentement à l'impôt, de ce qu'on pourra faire en termes de politique publique, en termes de politique sociale, de la façon dont l'argent pourra être reversé ici, typiquement, aux couches les plus défavorisées. Donc ce sont des exemples qui sont à mettre en place, ce sont des exemples qui sont à vulgariser. Il faut réfléchir à comment étendre encore ce genre d'initiative pour qu'on comprenne que si on donne
vraiment on paye nos impôts, voilà le genre de mesures dont on pourra bénéficier, cette solidarité nationale, cette solidarité entre tous les Béninois lorsqu'on traverse des périodes difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit, je ne sais pas encore, toutes sortes d'accidents de la vie, la mutualisation vraiment, des conséquences de ces affres que, de façon successive, on subit tous. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je vous remercie, chers décrypteurs, Ouldat Mama, journaliste, spécialiste des questions internationales. Merci. Merci de m'avoir reçu. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.